Ce soir-là, alors que les feuilles d'automne, telles des pièces de monnaie rousses, tourbillonnaient dans une danse étrange sous la lumière blafarde des réverbères de Tokyo, le monde de la jeune Akira Kawamura bascula à jamais. Elle n'avait que 16 ans et menait la vie d'une écolière japonaise des plus ordinaires. Assidue en cours, elle passait du temps avec ses amis et nourrissait des projets d'avenir. Mais le vent froid et perçant, qui sillonnait les ruelles étroites de Shinjuku, emporta non seulement les feuilles fanées, mais aussi Akira elle-même. Ce jour-là, comme d'habitude, Akira s'était attardée après les cours, absorbée par ses activités extrascolaires. Elle adorait dessiner, ses œuvres se distinguant toujours par leur beauté exquise et leur fine compréhension du monde. C'était une rêveuse, fragile comme une poupée de porcelaine, mais en même temps incroyablement forte, déterminée, avec des yeux brillants et une foi inébranlable en ses propres forces. Ses doigts fins effleuraient avec tendresse le papier, donnant naissance à des images étonnantes, pleines de vie et d'émotion. Finalement, après avoir dit au revoir à son professeur et à ses camarades de classe, Akira quitta l'école, ressentant une légère excitation à l'idée de retrouver bientôt les siens. Elle se dirigea vers la station de métro la plus proche, anticipant le court trajet qui la ramènerait chez elle. Il ne restait que très peu de chemin, seulement quelques arrêts avant d'arriver. Mais ce soir-là, empli de mystère, Akira ne revint pas dans sa maison chaleureuse et accueillante. Alors que le soleil avait déjà disparu derrière l'horizon, colorant le ciel de nuances d'orange et de violet, les parents d'Akira, inquiets de son retard, donnèrent l'alerte, sentant une peur glaciale s'insinuer dans leur cœur. Leur fille avait toujours été ponctuelle, et tout retard était généralement précédé d'un avertissement. Mais le téléphone d'Akira restait silencieux, hors de portée. Le cœur de sa mère, sensible et intuitif, se brisait sous l'emprise du pressentiment du malheur. Son père, serrant les dents et concentrant toute sa volonté, commença à appeler tous ceux qu'il connaissait. Amis, connaissances, hôpitaux, mais nulle part il ne trouva la moindre nouvelle. La police, ayant reçu la déclaration de disparition, entama une enquête, mais les premières heures, les premiers jours, ne semblèrent rien apporter. Au Japon, où le taux de criminalité était l'un des plus bas au monde, la disparition d'une personne était un événement hors du commun, surtout s'il s'agissait d'une jeune personne. Toute la ville se couvrit d'affiches avec la photographie d'Akira. Son nom était répété dans les journaux encore et encore. Les volontaires organisaient des équipes de recherche, prêtes à fouiller chaque recoin. Il semblait que tout le pays, retenant son souffle, vivait avec un seul espoir, un miracle. Tokyo, en ces jours, s'était plongé dans une atmosphère d'angoisse et de désespoir, faisant battre les cœurs à l'unisson, dans l'attente de nouvelles. Les rues, d'ordinaire bouillonnantes de vie, paraissaient cette fois désertes et sombres. Chaque soir, lorsque l'obscurité tombait sur la ville, la peur se glissait dans les âmes. Les parents serraient fort leurs enfants, s'efforçant de ne pas les perdre de vue, et les amis avaient peur de se séparer, même pour un court instant. La disparition d'Akira est devenue pour tous un amer rappel de la fragilité et de la brièveté de la vie humaine, et du fait que le danger peut se cacher même dans l'endroit le plus sûr. Les jours passaient, et l'espoir s'amenuisait à chaque minute vécue. L'enquête semblait dans l'impasse. La police interrogeait jour après jour des témoins, examinait attentivement les enregistrements des nombreuses caméras de surveillance, mais tout était vain. Pas le moindre indice, aucun signe de lutte, ni même la moindre indication d'enlèvement. Akira s'était volatilisé dans l'air nocturne. Mais un jour, 3 semaines après cette tragique disparition, un revirement inattendu survint, changeant à jamais le cours de cette affaire. Dans une banlieue oubliée de Tokyo, dans un entrepôt sombre et abandonné, la police découvrit un corps. À première vue, cela ressemblait à une nouvelle affaire funeste. Mais lorsque les experts entamèrent l'examen, ils réalisèrent qu'ils faisaient face à quelque chose d'effroyable. Le corps était celui d'Akira Kawamura. Les circonstances de sa mort étaient d'une cruauté et d'une sophistication, telles que même les enquêteurs les plus expérimentés furent choqués au plus profond d'eux-mêmes. Sur le corps sans vie de la jeune fille, on découvrit de nombreuses traces de violence, indiquant sans ambiguïté qu'elle avait subi d'inimaginables tortures. Tout laissait penser qu'elle avait été enlevée,
séquestré, martyrisé, avant qu'on ne lui ôte la vie. Cet acte de violence cauchemardesque ébranla le Japon tout entier. Dans un pays où les meurtres étaient rares et la violence envers les femmes un tabou absolu, cette tragédie fut un véritable choc pour tous. Les gens n'arrivaient pas à croire qu'une telle chose ait pu se produire dans leur ville paisible et sûre, où aucun crime de ce genre n'avait été enregistré depuis 20 ans. Une nouvelle enquête débuta, et la police était désormais déterminée à retrouver l'assassin et à révéler tous les détails de ce crime monstrueux. L'honneur et la réputation du pays, ainsi que la tranquillité de ses habitants, étaient en jeu. L'enquête commença une recherche minutieuse de preuves sur les lieux du crime atroce. Un entrepôt abandonné, recelant de sombres secrets, fut minutieusement fouillé. Là, parmi la poussière et la pénombre, des objets furent découverts qui pourraient révéler l'identité du cruel assassin. Les enquêteurs, tels des chasseurs, scrutaient chaque recoin, étudiant chaque centimètre de la pièce, à la recherche du moindre indice pouvant mener à la solution de l'énigme. Il était évident que le crime avait été méticuleusement planifié, chaque détail étant pensé à la perfection. L'assassin savait manifestement ce qu'il faisait et, semble-t-il, connaissait parfaitement le quartier où cette tragédie s'était produite. La police se lança immédiatement dans l'examen des enregistrements des caméras de surveillance, dans l'espoir de retracer le parcours d'Akira ce jour fatidique. Les enquêteurs cherchaient à identifier toute personne suspecte qui aurait pu être impliquée dans cette affaire horrible. Rapidement, tel un fil tiré d'une pelote, les enquêteurs remontèrent jusqu'à un homme nommé Kazuo Ito. Ito, un habitant de la région, travaillait dans l'entrepôt où le corps d'Akira avait été découvert et fut convoqué pour un interrogatoire. Ses déclarations parurent crédibles au début, mais durant l'interrogatoire, les enquêteurs commencèrent à remarquer des incohérences dans son récit. Il était constamment nerveux, se perdait dans les détails, sa voix tremblait et il fuyait le contact visuel, trahissant son anxiété. Lorsque les enquêteurs présentèrent à Ito des preuves irréfutables de son implication dans le crime monstrueux, il craqua, ses nerfs d'acier cédèrent, et il avoua le meurtre d'Akira. Ito, la tête baissée, raconta comment il avait traqué Akira, comment il l'avait enlevé, comme une proie, et l'avait séquestré dans un entrepôt sombre et abandonné où régnait une pénombre éternelle. Il expliqua en détail ses motivations, perverses et monstrueuses, comme s'il déversait toute la douleur et la rage accumulée. Selon ses dires, tout commença avec des problèmes personnels et un profond sentiment de haine envers les femmes qui le rongeaient. Les motivations d'Ito étaient aussi horribles que le crime lui-même. Il souffrait de troubles psychologiques profonds, engendrés par une enfance difficile, pleine de privations, et par une succession d'échecs fatals dans sa vie personnelle. Il déversait sa colère sur une jeune fille innocente, devenue pour lui une proie sans défense, un objet destiné à satisfaire ses fantasmes les plus pervers. Le procès de Kazuo Ito fut l'un des plus retentissants de l'histoire du Japon. Dans la salle d'audience, où se pressaient de nombreux témoins et journalistes, régnait une atmosphère pesante et tendue. Les proches d'Akira, incapables de retenir leurs larmes, écoutaient avec horreur les aveux glaçants de l'assassin, dont chaque mot, tel un couteau, lacérait leur cœur meurtri. L'opinion publique, le souffle coupé, suivait chaque audience, avide de justice. Le verdict tomba comme une sentence. Ito fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la peine de mort. Après la lecture du jugement, le temps était venu pour une profonde réflexion. Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui a conduit à cette tragédie terrible? Les réponses à ces questions se sont révélées complexes et ambiguës, tel un labyrinthe où chaque tournant recèle de nouvelles interrogations. La mort d'Akira est devenue un amer rappel que le mal est tapi, capable de se cacher même dans les recoins les plus discrets de la vie. Tel un impitoyable faisceau de projecteurs, elle a mis en lumière les problèmes liés aux violences faites aux femmes et a révélé la nécessité de prendre des mesures plus efficaces pour protéger celles qui sont devenues des victimes de cruauté. Mais le plus terrible, c'est que la mort d'Akira a laissé à jamais une cicatrice béante dans le cœur de ses proches, de ses fidèles amis et de tous ceux qui ont partagé avec elle son destin tragique. Cette tragédie a rappelé l'importance primordiale de la compassion, de l'entraide et de la vigilance que chacun de nous doit exercer pour prendre soin des autres, afin d'éviter que de tels cauchemars ne se reproduisent à l'avenir. Mais l'histoire que nous racontons ne s'arrête pas là.
Ce n'est que le fil conducteur de l'affaire, son enveloppe extérieure. La véritable profondeur réside dans les détails, dans les portraits psychologiques, dans l'atmosphère sinistre qui enveloppait cette tragédie. Remontons ce soir d'automne, où Akira s'est volatilisée. Essayons de nous représenter ces dernières heures, ces instants qui ont précédé la tragédie. Nous savons qu'elle était une artiste talentueuse, une jeune femme rêveuse et d'une incroyable gentillesse. Elle adorait créer des fleurs colorées sur la toile, peindre les portraits de ses amis et dépeindre les paysages pittoresques de Tokyo. Ses œuvres se distinguaient toujours par une tendresse particulière et une profondeur insondable. Akira avait des projets pour l'avenir. Elle rêvait d'intégrer l'université, de parcourir le monde, s'inspirant de nouveaux lieux et de nouvelles personnes, et, bien sûr, de devenir une artiste renommée, dont le nom serait sur toutes les lèvres. Elle bâtissait des châteaux en Espagne, chérissant ses rêves et planifiant son futur. Mais tous ses espoirs, vifs comme le soleil d'été, se sont éteints ce soir terrible. Nous devons nous souvenir de ses aspirations, de son talent, brillant comme un éclair, et de sa vie brève, mais si précieuse. Nous devons nous souvenir d'elle, afin de prendre conscience de ce qu'est le mal, et de faire tout notre possible pour qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. Dans cette affaire, il y avait de nombreuses énigmes, comme dans un labyrinthe rempli de mystères. Pourquoi Ito avait-il choisi Akira parmi tous les gens? Que s'était-il réellement passé dans cet entrepôt abandonné, enveloppé de ténèbres et de silence? Qu'avait ressenti Akira dans ces dernières heures, alors que sa vie s'éteignait? Mais, peut-être, la question la plus difficile, qui ne cesse de nous hanter à ce jour, reste celle des motifs du criminel. Pourquoi a-t-il commis cet abominable méfait? Qu'est-ce qui l'a poussé à cet acte monstrueux? Il se peut que l'on ne puisse jamais répondre de manière exhaustive à ces questions, mais nous pouvons tenter de comprendre, de nous faufiler dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, d'essayer de regarder le monde avec les yeux de celui qui a commis le crime. Kazuo Ito vint au monde dans une famille frappée par le malheur. Son père, brisé par la vie, sombré dans l'alcool. Sa mère, exténuée par un travail épuisant, s'épuisait à la tâche du matin jusqu'au soir. Durant son enfance, Kazuo subit à plusieurs reprises violences et humiliations. Il grandit seul, renfermé, aigri envers le monde entier. Pendant ses années scolaires, il ne compta pas un seul ami. Ses camarades de classe se moquaient sans cesse de lui, l'humiliaient, lui rendant la vie insupportable. Il était un paria, rejeté par la société. Avec le temps, cet isolement ne fit que renforcer dans son cœur la haine du monde, se propageant comme du lierre vénéneux. Une obsession de vengeance s'empara de lui, rongeant son âme comme un acide. Dans sa quête de réconfort, ou plutôt dans le désir de se détruire davantage, il s'était plongé dans des films pornographiques où les femmes n'étaient que des objets de violence sans âme et sans voix. Dans son esprit enfiévré, une image pervertie du monde se formait, où les femmes étaient coupables de tous ses malheurs, de tous ses tourments, comme si elles étaient la cause de ses propres souffrances. Un jour, le destin le confronta à Akira. En elle, il vit l'incarnation de tout ce qu'il haïssait. Elle était belle, talentueuse, pleine de vie et sincèrement heureuse. Elle représentait le parfait opposé de lui, laid dans son âme, aigri et solitaire. Tel un prédateur traquant sa proie, Ito commença à espionner Akira. Il étudiait minutieusement son emploi du temps, mémorisait chacun de ses trajets, s'imprégnait de ses habitudes afin de se rapprocher, d'accomplir son infâme dessein. Il recueillait des informations sur la jeune fille, tel un chasseur observant sa proie. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait vers l'horizon, il attendit Akira près de la porte de l'école. D'un geste brusque, il la saisit, la força à monter dans une vieille voiture délabrée et s'enfuit à toute allure vers un entrepôt abandonné où, espérait-il, elle finirait par se briser. Là-bas, dans la pénombre nauséabonde du bâtiment désaffecté, commencèrent ses tortures. Il la bafoua, cherchant à anéantir sa volonté, à effacer les dernières miettes d'espoir. Il voulait qu'elle ressente toute la douleur, toutes les souffrances qu'il avait lui-même endurées. Il voulait la voir s'effondrer, brisée, humiliée. Mais Akira ne céda pas. Elle résista jusqu'au bout, s'accrochant désespérément à la vie.
Ses cris déchirèrent le silence, se mêlant à ses larmes. Elle implorait grâce, espérant qu'il reste encore une goutte de compassion dans son cœur endurci. Mais Ito resta sourd à ses supplications. Sans pitié, il lui ôta la vie. Après son acte de cruauté, Ito retourna à sa vie monotone et grise. Il reprit son travail à l'entrepôt, comme avant. Il tenta d'oublier ce qu'il avait fait, mais en vain. Les nuits se transformèrent en torture. Sa conscience le tourmentait, et les cauchemars ravivaient sans cesse les horribles scènes. Il voyait ses yeux, emplis d'effroi, entendait ses cris. La souffrance morale le martyrisait jour après jour. Finalement, incapable de supporter ce fardeau, Ito craqua. Il se présenta au poste de police et se rendit aux autorités. L'histoire de Kazuo Ito est un récit d'une cruauté glaçante, d'une haine dévorante et d'une solitude insupportable. C'est l'histoire d'un homme brisé par le poids insurmontable des épreuves de la vie. C'est l'histoire de la manière dont les graines du mal germent dans l'âme, pour ensuite porter de terribles fruits. Mais cette histoire raconte également la tragédie d'Akira Kawamura, une jeune fille pleine d'espoir, qui se réjouissait de chaque jour. Akira fut la victime d'un crime monstrueux, et son histoire est un douloureux rappel de la nécessité d'être vigilant, de prendre soin de son prochain et de lutter sans relâche contre le mal. Nous devons nous souvenir d'elle, afin que sa mort ne soit pas vaine. Mais penchons-nous sur cette tragédie sous un autre angle. Examinons le contexte social entourant cette affaire. Le Japon, pays affichant l'un des niveaux de vie les plus élevés et par conséquent l'un des taux de criminalité les plus bas au monde. Pourtant, même dans ce pays apparemment prospère, des choses horribles pouvaient et se produisaient. Cette affaire, comme une piqûre douloureuse, a démontré que le danger pouvait se cacher même dans les recoins les plus sûrs. Que les problèmes peuvent se tapir même dans les familles en apparence les plus heureuses. Que même les personnes les plus douces et les plus gentilles peuvent être victimes d'une cruauté inimaginable. L'émoi public fut immense. Tout le pays, comme en une seule vague, fut secoué par cette tragédie. Les gens affluèrent dans les rues pour honorer la mémoire d'Akira. Ils portaient des fleurs et des bougies, leur cœur débordant de chagrin. Ils réclamaient justice, souhaitant que les coupables soient punis comme ils le méritaient. Les médias ont couvert l'affaire avec la plus grande minutie. Ils ont raconté étape par étape le déroulement de l'enquête, les longues journées du procès, la vie d'Akira, dont le nom était désormais connu de tout le pays. Les pages des journaux et les écrans de télévision regorgeaient d'interviews avec ses parents affligés, ses amis dévoués, ceux qui lui avaient enseigné les sciences. Mais, peut-être, la question la plus douloureuse qui est restée ouverte après le prononcé du verdict était la suivante. Qu'aurait-on pu faire pour éviter cette tragédie? Est-ce qu'on aurait pu discerner les premiers signes, à peine perceptibles, de la catastrophe imminente dans le comportement d'Ito? Aurait-on pu lui tendre une main secourable avant qu'il ne franchisse le seuil? Les réponses à ces questions se révélèrent complexes, emplies de douleur et de doutes. Mais nous sommes tenus de nous en souvenir. Nous devons apprendre à reconnaître les signaux de danger qui se manifestent dans le comportement des gens, surtout ceux qui, peut-être, ont désespérément besoin de soutien. Nous devons tendre la main à ceux qui en ont besoin, sans rester indifférents face au malheur d'autrui. Nous sommes tenus de lutter contre la violence et la haine. C'est notre devoir. Il me revient à l'esprit le rôle crucial que jouèrent les enquêteurs dans cette affaire. Ne ménageant pas leurs efforts, ils reconstruisirent, pas à pas, le tableau de l'effroyable événement. Les interrogatoires des témoins, l'analyse minutieuse des preuves, la comparaison scrupuleuse des faits. Tout cela exigeait un professionnalisme et un dévouement incroyables. Le détective Takahashi, à la tête de l'équipe d'enquête, était réputé pour sa perspicacité et sa ténacité. Il n'avait jamais craint les affaires complexes et son équipe atteignait toujours les objectifs fixés. Dans cette enquête, il s'est révélé être un véritable maître en son domaine, ne se reposant pas tant que toutes les circonstances du crime n'étaient pas entièrement révélées. Il comprenait que derrière cette affaire se cachait non pas seulement un meurtre, mais une profonde tragédie humaine. Il savait qu'il fallait non seulement punir le criminel, mais aussi comprendre les raisons de ce qui s'était passé, afin d'empêcher la répétition de tels événements horribles à l'avenir.
C'est grâce à ces efforts que des preuves irréfutables ont été découvertes, menant l'enquête vers Kazuo Ito. Ce sont ces interrogatoires qui ont permis de briser le criminel et de le forcer à avouer son crime. Le détective Takahashi et son équipe dévouée ont déployé tous leurs efforts pour obtenir justice pour Akira et sa famille. On ne peut pas non plus ignorer la réaction du public face à cette terrible affaire. Dans le pays, une atmosphère de colère générale et de profonde tristesse régnait. La cruauté inhumaine du crime qui avait glacé le sang de tous souleva une vague d'indignation. Le peuple exigeait une punition sévère pour Ito. Sur les réseaux sociaux et dans les rues, de vifs débats s'ouvrirent sur les causes de ce qui s'était passé, sur ce qui avait conduit à cette terrible tragédie, et sur les moyens de prévenir de tels cauchemars à l'avenir. De nombreux rassemblements et manifestations furent organisés en soutien aux victimes de la violence, réunissant des milliers de personnes. Beaucoup se demandèrent comment cela avait pu arriver dans un Japon paisible et, apparemment, prospère, où le calme et l'harmonie étaient appréciés depuis des siècles. Le peuple compatissait sincèrement à la famille d'Akira, exprimant son soutien par des mots et des actions. Cette tragédie, plus que toute autre chose, unifia la société japonaise dans un même élan de deuil et de colère, montrant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir et de la compassion pouvait briller d'une nouvelle force. Elle devint un sinistre rappel de la fragilité de la sécurité, de la facilité avec laquelle l'ordre habituel pouvait être détruit, et de l'importance d'être vigilant et de prendre soin les uns des autres. Il convient également de noter le rôle des médias dans cette histoire. Les journalistes, sans fermer l'œil, s'efforcèrent de présenter au public un tableau complet et objectif de ce qui se passait. De l'enquête au procès et, enfin, au dernier jour d'Akira. Les médias jouèrent un rôle énorme dans la formation de l'opinion publique, en soutenant la famille de la victime et en attirant l'attention sur le problème de la violence à l'égard des femmes. Même après l'arrestation et la condamnation à mort d'Ito, des questions restaient en suspens, planant comme des spectres. Ito avait-il eu une complice? Il était fort possible qu'il n'ait pas agi seul, mais avec quelqu'un, peut-être à 2 ou même à 3. Y avait-il d'autres victimes dans son passé? Akira n'était peut-être pas la première. Quelles circonstances avaient reconduit Ito à devenir un meurtrier? De nombreuses énigmes demeuraient, leurs réponses semblant à jamais enfouies sous une épaisse couche de mystère. Pourquoi avait-il grandi si cruel et amer? Cette question flottait dans l'air, demeurant sans réponse. Et peut-être que la vérité ne serait jamais entièrement révélée. Mais le plus important, c'est la mémoire d'Akira. Sa vie, telle une étoile brillante, s'est éteinte en pleine fleur de l'âge. Ses rêves, aussi lumineux et beaux qu'elle-même, sont restés inaccomplis, enfouis sous le poids de la tragédie. Nous lui devons de nous souvenir d'elle. Nous devons chérir dans nos cœurs les souvenirs de son talent, de son infinie bonté, de son sourire radieux qui réchauffait tous ceux qui l'entouraient. Nous devons nous souvenir d'elle, pour ne jamais oublier la fragilité de la vie humaine, sa vulnérabilité face au mal, et combien il est important de lutter contre lui sans ménager nos forces. Pour conclure, j'aimerais vous poser une seule question. Que pouvons-nous faire pour que cela ne se reproduise plus jamais, pour empêcher la répétition de ces terribles tragédies? Comment pouvons-nous rendre notre monde meilleur, plus sûr et plus gentil? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse unique à ces questions, mais nous devons continuer à la chercher, en nous posant encore et encore ces questions difficiles. Nous devons lutter sans relâche contre le mal, quelle que soit sa forme. Nous devons nous souvenir d'Akira, de sa vie brève, mais éclatante. Que sa mort nous rappelle amèrement que nous sommes tous inextricablement liés, tels les fils d'une immense toile d'araignée. Que nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans ce monde, de chaque mot et de chaque acte. Et que nous devons tous, chacun de nous, aspirer à la justice, à la paix et bien sûr à l'amour, cette grande force créatrice.